señora? Sí. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Vous venez d'entendre le début de la bande-annonce du dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, récompensée par le prix du jury du Festival de Cannes Cru 2024, ainsi que son quatuor d'actrices Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon, Selena Gomez et Adriana Paz, qui se sont vus remettre le prix d'interprétation féminine en commun pour leur prestation tout simplement époustouflante dans ce film qui ne l'est pas moins. J'ai volontairement laissé la bande-annonce dans sa version originale en espagnol parce que quasiment l'intégralité du film se déroule au Mexique et que c'est vraiment un film, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est un film à voir absolument en version originale. Ce dialogue est au cœur du film puisqu'on a là un narcotrafiquant qui souhaite changer de vie et de sexe pour devenir une femme et qui dans ce but s'octroie l'assistance d'une avocate qui travaille déjà elle-même au service de la pègre locale. Et cette association va les mener bien au-delà de ce qu'elles auraient pu imaginer. Et je suis ravie d'inaugurer ma série de podcasts L'œil du Yiking avec cet énorme coup de cœur cinématographique qui, bien qu'il soit sorti fin août, continue encore à faire parler de lui et le bouche à oreille fonctionne à plein. J'ai eu énormément d'échos sur ce film depuis que je l'ai vu et je lui souhaite vraiment encore une longue carrière et surtout un paquet de prix à venir. Alors, entrons dans le cœur de la question posée au Yiking au sujet de ce film qui est: quelle est l'essence de ce film selon le livre des transformations? Mais pour mieux vous permettre de comprendre de quoi il s'agit, je vous propose une petite introduction à ce qu'est le Yiking, autrement dit livre des transformations, qui est un ouvrage de sagesse chinoise qui a commencé à être rédigé, qui correspond même au début de l'écriture, on va dire, en Chine, puisqu'il a commencé à être rédigé, entre guillemets, du coup, il y a à peu près 3000 ans, et qui est très connu là-bas, qui l'est beaucoup moins ici, et dont l'utilisation ici un petit peu dévoyée, parce qu'il est souvent assimilé à de la divination, alors que ce n'était pas son usage premier. C'est un livre de conseils et de stratégies qui étaient utilisées beaucoup par les dignitaires chinois tout au long de leur histoire et qui repose sur la complémentarité yin-yang, également à l'origine du langage binaire de l'informatique formé à partir du 0 et du 1. Et donc les réponses s'obtiennent en effectuant un tirage et sont constituées de ce qu'on va appeler un hexagramme, c'est-à-dire une succession de 6 traits superposés les uns au-dessus des autres en partant du bas. Et le livre représente 64 situations types de la vie, sachant que chaque trait peut muter en son contraire et former un nouvel hexagramme. Et on a donc du coup un réservoir de réponses possibles de 64 fois 64 situations, ce qui nous fait pas moins de 4096 combinaisons possibles. Mais comme tout cela est un petit peu théorique, j'ai souhaité par cette série justement vous montrer la manière dont on peut l'utiliser à travers des cas concrets et également vous montrer de quelle manière je travaille avec cet outil-là. En résumé, il s'agit d'une compréhension des énergies d'une situation, des énergies sous-jacentes d'une situation avec des conseils qui nous sont attribués pour mieux nous diriger comme une sorte finalement de boussole. Et donc
J'ai choisi de poser la même question pour toutes les œuvres que j'analyserai à travers ces podcasts. Ce ne sera pas forcément des films, je pense qu'il y aura aussi des livres, par exemple. J'ai donc choisi une unique question qui est quelle est, selon lui, l'essence de cette œuvre? Qu'est-ce qui est au cœur de cette œuvre? Et ici, avec Emilia Pérez, nous avons obtenu l'hexagramme numéro 20 qui s'appelle la contemplation, le fait de voir, le regard, regarder, avec sur les 6 traits, 4 traits en mutation, ce qui nous donne du coup une seconde figure, un second hexagramme, qui est le numéro 49 et qui s'appelle la révolution, mais également la mue, ce qui nous donne tout de suite une première ébauche de situation dans laquelle il s'agit d'observer, de regarder une révolution ou un changement de peau tout à fait radical et sans retour en arrière possible. Il s'agit là évidemment du premier niveau de lecture et on va aller regarder en profondeur ce que les hexagrammes recèlent comme signification, sachant que on a toujours différentes appréhensions possibles d'une figure, et on va du coup se pencher directement sur le premier hexagramme, le numéro 20, la contemplation, la vue, qui est composé de 4 traits yin, c'est-à-dire des traits brisés, 2 traits brisés, surmontés tout en haut de 2 traits pleins, 2 traits yang. Et cette figure nous montre déjà visuellement, c'est une représentation d'une tour. Et dans l'ancienne Chine, les tours servaient à la fois pour observer de loin, mais également avaient pour fonction d'être vues de loin. Donc on a déjà cette double notion de regard, du fait d'être à la fois le contemplateur et le fait d'être contemplé. Et ça nous amène directement dans le cœur du film, puisqu'il va nous mettre lui-même dans la position d'être les observateurs de cette transformation, de cette révolution, de ce changement de peau. Et en même temps, on va assister au changement de l'intérieur de l'héroïne, qui va devenir elle-même, à travers ce changement, l'objet d'un regard différent porté sur elle. En tout cas, déjà, tous les regards se braquent sur elle. Et en même temps, elle devient aussi c'est une façon d'incarner l'exemple. L'une des richesses philosophiques de cet hexagramme, c'est de se positionner en tant qu'exemple. Et suite à une décision ou une action qui va être mûrement réfléchie. Il y a donc eu nécessairement, avant l'étape et avant le changement, un long processus de maturation et de réflexion pour pouvoir amener un changement qui, en l'occurrence, là, va être ce changement de peau et cette révolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les changements, dans les mutations qu'on peut observer dans l'hexagramme, au niveau de leur position, nous avons le premier trait qui mute, ainsi que celui qui est tout en haut, le dernier, et puis les 2 traits du milieu qui sont au cœur de l'hexagramme. Et au niveau de leur positionnement, ça nous indique que le changement va toucher à la fois l'entrée dans la situation par le premier trait, puisque l'énergie monte. L'hexagramme se construit verticalement. Et donc il y a quelque chose à faire, à œuvrer au niveau de l'entrée en situation, puis au niveau de la sortie de la situation. Et ensuite, les 2 traits du milieu représentent l'individu, l'humain, dans l'hexagramme. Donc on voit déjà que le changement va opérer sur plusieurs strates, en touchant à la fois l'humain, mais également son environnement et la perception que son environnement aura de lui. Et c'est à mon sens un des grands intérêts de ce film, c'est qu'il n'est pas là pour nous montrer simplement la transformation d'un être en un autre, en l'occurrence ici d'un homme qui devient une femme, mais il va vraiment pointer
sur les répercussions de ce processus. Et c'est tout là que le film prend une ampleur phénoménale, c'est sur les effets que vont produire ce changement, à la fois finalement dans cette personne elle-même qui va subir une transformation de son enveloppe extérieure, charnelle, dirons-nous, d'une certaine manière, en tout cas par ce changement de sexe, mais surtout ça va opérer un changement profond au niveau de sa personnalité, de sa façon d'être et de se comporter, au point d'en arriver à remettre en question une grande partie des actions qui ont été menées jusque-là, qu'elle a menées dans son passé. Et ce qui m'interpelle d'ailleurs à ce sujet, c'est que l'idéogramme, le caractère ancien qui représente cet hexagramme, dessine un rapace nocturne de type chouette, avec de grands yeux lui permettant de voir dans l'obscurité. Et donc il y a cette capacité à discerner l'invisible. Et c'est d'autant plus frappant que personnellement, au cours du film, j'ai été extrêmement... déjà, la façon dont Audiard filme les plans sont juste magnifiques. Et d'où l'intérêt aussi de voir vraiment ce film au cinéma pour cette raison-là, sur un grand écran. Et il y a, j'ai été très sensible au nombre de plans qu'il y a eu sur le regard d'Emilia Pérez. Et sur le fait de m'être dit que finalement dans sa transformation, la chose qui ne change pas et qui finalement permettrait de l'identifier, c'est son regard. Donc voilà le point de départ, une situation de changement de perception des choses et de niveau de conscience, une élévation de son point de vue et un regard qui fait passer du formel au réel par cette transformation intérieure et une forme d'élévation aussi, en quittant un mode de fonctionnement habituel pour élever sa perception des êtres et des situations. Donc c'est une prise de conscience qui va permettre de modifier les bases de ses actions. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va du coup creuser un petit peu plus loin à nouveau, encore, en allant regarder le premier trait qui mute, qui correspond à l'entrée dans la situation, c'est un conseil qui nous est donné d'essayer de ne pas regarder les choses de manière naïve, enfantine et immature. Donc c'est d'autant plus pertinent par rapport au sujet du film, qui n'est pas du coup effectivement, comme on pourrait le penser par rapport au synopsis ou à l'affiche, un film sur un changement de sexe. Le sujet n'est pas là du tout, et donc on le retrouve directement dans cette entrée en matière par le conseil qui est relié au premier trait. Disons qu'on nous invite clairement à faire preuve d'un petit peu de maturité en ne s'arrêtant pas à la première chose ou information qui nous est donnée. Ou tout du moins que la situation va aller beaucoup plus loin et sera plus porteuse d'enseignements et de possibilités qu'une première approche toute superficielle. Si l'on s'intéresse ensuite aux traits suivants qui mutent, les 3e et 4e qui sont au cœur de l'hexagramme et qui représentent l'humain et, à mon sens, du coup, vraiment touchent l'évolution du personnage principal qu'est Emilia, on va avoir ce moment de basculement, c'est-à-dire cette position-là, elle est représentative du moment où on va faire passer une résolution intérieure, on va la poser en acte extérieur, ça va devenir visible. Et donc c'est vraiment ce moment où il y a cette transformation qui est effective et où elle commence une seconde vie, et toutes les questions qui vont venir avec cette seconde existence et le changement de regard qu'elle va opérer sur les actions qu'elle a menées dans son passé, comme je l'évoquais précédemment. C'est véritablement à partir de là que la bascule va pouvoir s'opérer et en partant de l'individu, du soi, de ses propres actions,
prendre la mesure de ce que ça a engendré sur l'extérieur. Et on va passer d'une forme d'introspection personnelle à quelque chose de plus vaste. D'où la portée vraiment très profonde de cet hexagramme au sujet du regard, parce que c'est pas uniquement centré sur une introspection personnelle et un regard qu'on peut porter sur soi, mais bien au-delà de ça, ça va aller questionner les effets de nos actes, être en mesure d'observer les effets de nos actions sur le monde extérieur. Et cette prise de conscience va permettre d'amener cette modification d'action. C'est une forme de rédemption, quelque part, pour pouvoir influer différemment sur le monde extérieur. Et là, on arrive du coup au 6e trait qui est la sortie de l'hexagramme, et quand en fait la situation elle arrive à son terme. Et là, c'est un moment où on peut, c'est l'image du vieux sage assis au sommet de sa montagne et qui là contemple, ne se contemple plus lui-même, mais contemple les résultats, les effets qu'il a pu produire sur son environnement extérieur et mesurer si ces effets sont bénéfiques ou non. Et c'est à partir de là, quand tout ce processus s'est établi, qu'on peut arriver au second hexagramme intitulé la révolution, la mue, le changement de peau. C'est-à-dire que tout ce que je viens de décrire n'amène qu'à une seule chose, c'est un changement radical. Donc on peut l'amener à faire le parallèle évidemment avec une révolution politique, c'est-à-dire qu'on fait complètement table rase du passé, de tout ce qui a été là avant, pour amener quelque chose de neuf. Et c'est un hexagramme qui est du coup comparable aussi à la mue du serpent, qui là, lui, subit une transformation qui est moins radicale. Donc les deux idées sont contenues. C'est-à-dire que c'est pas vraiment non plus un départ de zéro complet, parce qu'il y a une forme justement de maturité dans le processus qu'on voit bien là par tout ce que j'ai amené avant, mais qui aurait pu, avec un autre hexagramme de départ, avoir été amené par une autre situation ou un autre processus mental. Et j'en arrive maintenant à la conclusion de ce tirage, et à partir de là, j'invite celles et ceux qui n'ont pas vu le film à s'arrêter ici, parce que je vais maintenant évoquer d'autres aspects du film que je ne souhaite pas spoiler pour ceux à qui j'espère j'aurais donné envie d'aller le découvrir en salle. Pour les autres, donc vous qui l'avez vu aussi, et j'espère adorer autant que je l'ai adoré, j'ai pas évoqué, petite parenthèse d'ailleurs, mais ça n'a pas il n'y a rien en lien avec ça précisément dans le Yiking, et ça aurait pu, sur le fait que ce soit une comédie musicale. Et je vous avouerai que quand j'ai vu la bande-annonce, je ne m'en suis absolument pas aperçue. Et j'ai du coup été vraiment cueillie en salle par les chansons. Et je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai entendu dans une interview de Jacques Audiard, je l'ai entendu nous expliquer qu'il était un petit peu gêné par ce terme de comédie musicale, ce que je comprends aussi, parce que on en a une image forcément un petit peu, soit des années, voilà, les comédies des années 50 à la Hollywood, ou des choses très très légères et très gaies. Je pense récemment, enfin une des plus récentes par exemple, à La La Land, et on n'est franchement pas dans La La Land avec Emilia Pérez. Et Jacques Audiard expliquait que il l'avait plutôt vécu comme un opéra. Et j'aime beaucoup cette idée, parce qu'il y a une dimension assez dramatique dans l'opéra. Et si du coup vous l'avez vu, eh bien on sait donc que Emilia meurt. Et
ce côté opéra musical participe énormément à la puissance de ce film, et on est cueilli par ça. Et d'ailleurs, j'évite, quand je conseille à des personnes de mon entourage d'aller le voir, j'évite de leur dire qu'il y a des musiques dans ce film. Et là, par rapport à ça, à cette dimension, cette puissance dramatique en lien avec l'opéra, j'en viens à la suite l'aboutissement, je dirais, de la réponse du Yi-King par l'hexagramme 49 et la révolution. C'est que on peut voir du coup que dans cette histoire, tout ce changement de regard, ce changement de pouls qui amène un changement de regard, etc., que j'ai déjà évoqué, va amener Emilia à... C'est pour ça que je parlais de rédemption un petit peu plus tôt. Ça va l'amener à modifier, à devenir une espèce de porte-parole, pardon. Elle va essayer de réparer, mais au-delà de ça, c'est même pas je pense que ça va au-delà d'un souhait de réparation. C'est que c'est pas qu'elle le souhaite, c'est qu'elle ne peut plus faire autrement, en fait. Et cette transformation, elle s'est faite de manière tellement profonde, et son changement de regard, elle ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ça qui va l'amener à prendre le lead qu'elle prend, accompagnée de l'avocate. D'ailleurs, et ça je vais y revenir un petit peu aussi après, là-dessus, mais finalement elle va se transformer en une espèce d'icône, et la scène finale est juste... quelque part, ça ne pouvait pas mieux se terminer finalement, parce que son existence, ça dépasse ce qu'elle a produit, et c'est le cas de toute révolution aussi, c'est que ça amène des changements tellement, tellement profonds que ça dépasse la personne elle-même, et donc elle évolue elle passe à ce stade d'icône, et on sent que du coup l'œuvre continuera après elle. Ce qui m'a interpellée aussi dans ce film, c'est que tout ce que j'ai décrit là au niveau de ces énergies de prise de conscience, et puis de changement. Alors, il est évident que quand on lit une histoire, ou quand on assiste à un film, on est forcément spectateur de l'évolution de quelqu'un, d'une ou de plusieurs personnes, des personnages. Ils sont forcément différents. Ils vont d'un point A à un point B, et on les suit. Et là, je pense qu'il joue aussi dans le fait dans le processus d'identification, et qui fait que le film a autant de succès, c'est que les trois autres personnages, les trois autres actrices, jouées par Zoe Saldana et Selena Gomez, et j'ai plus le prénom de la dernière, Adriana Paz, elles vont toutes les trois vivre exactement le processus que j'ai décrit pour Emilia. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que forcément on se reconnaît du coup, et ça donne on se reconnaît forcément dans l'une ou l'autre, et ça donne une portée très large au film. Et en ce sens d'ailleurs, le fait que le jury de Cannes ait attribué le prix d'interprétation féminine à l'ensemble des 4 actrices est tout à fait représentatif de ce processus-là, et de ce qu'elles ont en commun. Et il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là en vous remerciant de m'avoir écouté jusqu'ici, et en vous disant à bientôt pour de nouveaux épisodes.